Le fils du PDG muet était ignoré, jusqu'à ce que la femme de ménage utilise la langue des signes. Philippe Dubois observait son fils traverser les couloirs de l'entreprise une fois de plus, tandis que des dizaines d'employés passaient en vitesse sans même remarquer les gestes désespérés du garçon de 8 ans. L'enfant bougeait les mains pour essayer de communiquer, mais personne ne prêtait attention à ces mouvements qui semblaient aléatoires pour qui ne les comprenait pas. Lorsque le petit Lucas essaya d'attirer l'attention du directeur financier sur des papiers éparpillés au sol, l'homme l'ignora simplement et continua son chemin. Le garçon insista, en touchant légèrement le bras du cadre, qui se retourna irrité, et fit un geste brusque de la main comme pour chasser une mouche. Lucas recula, les yeux embués, et recommença à faire des signes dans l'air, mais il n'y avait déjà plus personne à proximité. C'est à ce moment qu'Amélie Martin, la nouvelle employée d'entretien, observa la scène de loin. Elle avait commencé à travailler dans l'entreprise seulement 2 semaines auparavant, après avoir perdu son précédent emploi, lorsque la petite usine où elle travaillait avait fermé ses portes. À 25 ans, Amélie portait la responsabilité de subvenir aux besoins de sa mère, Marguerite, qui avait perdu l'audition jeune à cause d'une forte fièvre. Pendant toute son enfance, Amélie avait appris la langue des signes pour communiquer avec sa mère. C'était une seconde nature pour elle, quelque chose d'aussi naturel que respirer. C'est pourquoi, lorsqu'elle vit Lucas bouger les mains de cette façon spécifique, elle reconnut immédiatement qu'il essayait d'utiliser la langue des signes française. Le cœur d'Amélie se serra en voyant la frustration sur le visage du garçon. Elle s'approcha lentement, en prenant soin de ne pas l'effrayer. Lucas était arrêté près d'une grande fenêtre donnant sur le centre de Paris, observant le mouvement intense de l'avenue des Champs-Élysées en contrebas. Amélie s'arrêta à quelques mètres de distance et, avec des mouvements doux et précis, fit quelques signes basiques. Lucas se retourna rapidement, les yeux s'écarquillant lorsqu'il vit que quelqu'un lui répondait dans sa langue. Le visage du garçon s'illumina comme si une lumière venait de s'allumer, et il commença à signer avec animation, racontant sa matinée, comment personne ne le comprenait, comment il était fatigué d'être invisible. La conversation en signes entre les deux attira l'attention de quelques employés qui passaient dans le couloir. D'abord, ce fut la secrétaire de direction, Isabelle Moreau, qui s'arrêta, surprise de voir la femme de ménage parler couramment avec le fils du PDG. Ensuite, d'autres cadres commencèrent à s'approcher, formant un petit groupe de curieux. Le brouhaha arriva aux oreilles de Philippe Dubois, qui sortit de son bureau au dernier étage pour voir ce qui se passait. Lorsqu'il arriva sur les lieux, il trouva son fils en train de parler avec animation avec une employée qu'il connaissait à peine, tous deux utilisant des gestes qui ressemblaient à une danse coordonnée. Philippe s'approcha d'un pas ferme, le visage affichant un mélange de surprise et d'irritation. Ces 5 dernières années, depuis que Lucas avait cessé de parler après un traumatisme, aucun des coûteux spécialistes, thérapeutes ou professeurs particuliers n'avait réussi à établir une communication aussi naturelle avec le garçon. « Lucas, docteur Philippe, excusez-moi de m'immiscer, dit Isabelle en essayant de s'interposer entre Amélie et le garçon. Je pense que l'employé d'entretien ne devrait pas interrompre ses heures de travail pour discuter. » Mais Lucas serra fermement la main d'Amélie, signifiant à son père qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le comprenait. Philippe observa son fils un long moment, voyant dans ses yeux une animation qu'il n'avait pas vue depuis des années. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. « Que lui dites-vous » demanda Philippe, s'adressant à Amélie pour la première fois. Amélie respira profondément, un peu nerveuse d'être interrogée par le PDG de l'entreprise. « Il me racontait comment il se sent quand les gens ne le comprennent pas, monsieur. Lucas est très intelligent et a beaucoup de choses importantes à dire. » Philippe resta silencieux quelques secondes, observant son fils faire des signes à Amélie, qui répondait avec la même naturelle. C'était la première fois depuis des années qu'il voyait Lucas aussi communicatif et heureux. « Vous connaissez la langue des signes ?» demanda Philippe, encore en train de digérer la situation. « Oui, monsieur. Ma mère est sourde depuis l'âge de 20 ans. J'ai grandi en apprenant et en utilisant les signes à la maison tous les jours. » Lucas commença à signer quelque chose à Amélie, qui traduisit pour son père. Il dit qu'il veut que je continue à travailler ici, qu'il a enfin quelqu'un avec qui parler. Philippe sentit une boule se former dans sa poitrine. Ces 5 dernières années, il avait tout essayé pour aider son fils,
à surmonter le traumatisme qui l'avait fait cesser de parler. Il avait dépensé des fortunes chez les meilleurs spécialistes, mais rien n'avait fonctionné aussi bien que ces quelques minutes de conversation avec une femme de ménage. Durant les semaines suivantes, Amélie consacra une partie de sa pause déjeuner à discuter avec Lucas. Le garçon la cherchait dans les couloirs, toujours un sourire aux lèvres, impatient de partager ses découvertes ou de poser des questions sur le monde des adultes. Ce fut lors d'une de ces conversations que Lucas révéla quelque chose de surprenant. Il raconta à Amélie par signes qu'il passait beaucoup de temps à observer les adultes travailler et qu'il avait remarqué des choses étranges dans les documents qu'il voyait sur le bureau du directeur financier, Laurent Petit. Lucas expliqua qu'il savait très bien lire et qu'il avait mémorisé certains chiffres qui apparaissaient de fréquemment dans les rapports. Il dit que les mêmes montants figuraient sur des papiers différents, mais avec des descriptions différentes, comme si l'argent était compté 2 fois. Amélie hésita d'abord à accorder du crédit aux observations d'un enfant, mais Lucas insista, lui montrant quelques photos qu'il avait discrètement prises avec la tablette que son père lui avait offerte. Les images montraient des rapports financiers avec des chiffres qui, même pour quelqu'un sans formation comptable comme Amélie, semblaient suspects. La situation se compliqua lorsque Laurent Petit commença à remarquer les conversations fréquentes entre Amélie et Lucas. Le directeur financier, un homme de 45 ans au passé douteux que Philippe ne connaissait pas complètement, s'inquiéta de cette proximité. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Laurent suggéra qu'il serait plus approprié que l'agent d'entretien travaille uniquement de nuit, arguant de la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline dans l'environnement professionnel. Philippe, qui tentait encore de comprendre la nouvelle dynamique familiale, accepta la suggestion sans percevoir les véritables intentions derrière celle-ci. Quand Amélie apprit le changement d'horaire, Lucas fut dévasté. Le garçon tenta de protester par signe, mais son père était occupé par une réunion importante et ne pouvait pas lui prêter attention. Lucas courut vers son petit bureau que son père avait improvisé pour lui dans un coin de l'entreprise, où il avait l'habitude de rester l'après-midi. Déterminé à ne pas perdre le contact avec la seule personne qui le comprenait, Lucas se mit à écrire des petits mots à Amélie. Il laissait les messages aux endroits qu'elle nettoyait pendant la nuit, toujours cachés de manière à ce qu'elle seule puisse les trouver. Les mots révélaient une éloquence surprenante pour un enfant de 8 ans. Lucas écrivait sur ses sentiments, ses observations sur l'entreprise et sur sa solitude dans le monde des adultes. Il continuait aussi à mentionner les irrégularités qu'il observait dans les documents financiers. Une nuit, alors qu'elle nettoyait le bureau de Philippe, Amélie trouva l'un des mots de Lucas dans un tiroir resté entrouvert. Le message disait « Amélie, j'ai découvert d'autres choses étranges dans les papiers de l'oncle Laurent. Il y a des chiffres qui ne correspondent pas. Je peux te montrer quand tu reviendras travailler 2 jours. » Amélie était partagée entre la loyauté qu'elle ressentait pour le garçon et la peur de s'impliquer dans des ennuis qui pourraient lui coûter son emploi. Elle avait désespérément besoin de ce travail, surtout après que la pension de sa mère ait été réduite en raison de changements dans les politiques gouvernementales. Le lendemain, Amélie décida de chercher Philippe pour lui parler de son fils. Elle attendit qu'il sorte d'une réunion et s'approcha prudemment, demandant quelques minutes de conversation. « Monsieur Philippe, puis-je vous parler de Lucas ?» Philippe s'arrêta dans le couloir, observant Amélie avec attention. « Bien sûr. Y a-t-il un problème ?»« Ce n'est pas un problème, monsieur. C'est que Lucas essaie de garder contact avec moi par des petits mots. Et je pense que vous devriez savoir qu'il est bien plus intelligent que les gens ne l'imaginent. » Amélie montra quelques-uns des mots qu'elle avait gardés, en traduisant le contenu pour Philippe. Le PDG fut surpris par la capacité d'écriture de son fils et par la profondeur de ses pensées. « Mais il y a autre chose, monsieur, » poursuivit Amélie, hésitante. Lucas a mentionné certaines irrégularités qu'il a observées dans des documents de l'entreprise. Il dit qu'il a des photos. Philippe devint sérieux. « Quel genre d'irrégularité ?»« En lien avec les rapports financiers de monsieur Laurent. Lucas pense que certains chiffres sont dupliqués ou modifiés. » Au début, Philippe eut envie de rejeter ces observations comme le fruit de l'imagination d'un enfant, mais quelque chose dans le sérieux d'Amélie le fit reconsidérer. Il décida de parler avec Lucas ce soir-là, à la maison. Dans son manoir à Neuilly-sur-Seine, Philippe s'assit avec son fils dans sa chambre, un espace décoré avec des motifs enfantins, mais qui reflétait la solitude de l'enfant.
Lucas fut ravi de voir que son père voulait parler et commença à écrire dans un cahier, puisque Philippe ne connaissait pas la langue des signes française. Lucas écrivit tout ce qu'il avait observé, détaillant les dates, les montants et les documents. Il montra les photos sur la tablette expliquant par écrit ses soupçons. Philippe fut impressionné par la capacité d'analyse de son fils, mais aussi inquiet des implications de ses découvertes. Pendant ce temps, Laurent Petit devenait de plus en plus nerveux à cause de la situation. Il avait remarqué que certaines de ses transactions les plus douteuses étaient observées et soupçonnait que quelqu'un pouvait enquêter sur ses activités. La nuit suivante, Laurent décida de rester plus tard à l'entreprise pour revoir et réorganiser certains documents compromettants. Il ignorait qu'Amélie, travaillant de nuit, avait remarqué ses venues fréquentes au bureau à des heures inhabituelles. Amélie commença à prêter plus d'attention aux mouvements de Laurent, surtout après ses conversations avec Lucas. Une nuit, elle vit le directeur financier sortir du bureau avec une serviette pleine de documents et une expression tendue sur le visage. La situation atteignit un point critique lorsque Lucas, frustré de ne plus pouvoir parler personnellement à Amélie, décida de prendre une mesure drastique. Lors d'une importante réunion avec des investisseurs internationaux, le garçon fit irruption dans la salle de conférence en portant sa tablette. La réunion était dirigée par Philippe, en présence de Laurent et d'autres cadres de l'entreprise. Lucas, utilisant l'application vocale de la tablette, commença à parler des irrégularités qu'il avait découvertes, citant des chiffres spécifiques et des dates précises. Les investisseurs furent choqués par les révélations détaillées présentées par un enfant. Laurent tenta de discréditer Lucas, affirmant que ce n'était que de la fantaisie infantile, mais le garçon persista, montrant les photos des documents sur sa tablette. La tension dans la salle devint palpable lorsque Lucas, via l'application, déclara « L'oncle Laurent vole de l'argent à l'entreprise de mon père. J'ai vu les papiers. Il pense que personne ne fait attention, mais moi, je fais toujours attention. » Laurent est devenu rouge de colère et a tenté de se lever pour prendre la tablette de Lucas, mais Philippe l'en a empêché. Les investisseurs ont exigé une explication immédiate et la réunion s'est transformée en un affrontement tendu. Philippe, percevant la gravité de la situation, a décidé d'interrompre la réunion et de demander un audit d'urgence sur les comptes de l'entreprise. Laurent, voyant sa position compromise, a tenté de quitter la salle, mais en a été empêché par le chef de la sécurité. Cette nuit-là, l'entreprise a été passée au crible par des auditeurs et comptables indépendants. Les soupçons de Lucas se sont confirmés. Laurent avait détourné une somme importante d'argent via des montages comptables complexes qu'il avait mis des années à peaufiner. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Alors que le scandale financier éclatait, Philippe a commencé à réaliser qu'il avait négligé des aspects importants de la vie de son fils. La capacité de Lucas à identifier des fraudes complexes révélait une intelligence exceptionnelle qui avait été ignorée de tous, y compris de lui-même. Amélie, qui avait été cruciale pour découvrir la vérité, a été conviée par Philippe à une conversation en privé. Il voulait mieux comprendre comment elle avait réussi à établir un lien si fort avec Lucas et pourquoi son fils lui faisait autant confiance. Durant leur conversation, Amélie a révélé à Philippe que Lucas avait évoqué des souvenirs confus concernant sa mère, Sophie, qui avait quitté la famille alors que le garçon n'avait que 3 ans. Lucas avait raconté à Amélie, en langue des signes française, qu'il se souvenait de disputes violentes et de sa mère qui pleurait beaucoup avant de disparaître. Philippe s'est crispé en entendant cela. La séparation avait été une période extrêmement difficile pour toute la famille, et il avait toujours évité d'aborder le sujet avec Lucas, pensant qu'il valait mieux que l'enfant oublie cette période traumatisante. Amélie a suggéré avec délicatesse qu'il était peut-être temps que Lucas connaisse toute la vérité sur ce qui était arrivé à sa mère. Elle pensait que le mutisme du garçon était lié non seulement au traumatisme de la séparation, mais aussi au manque de réponse sur le sort de sa mère. Philippe a d'abord résisté à l'idée, arguant que Lucas était trop jeune pour affronter certaines vérités. Mais Amélie a persisté, expliquant qu'à travers leur conversation en signes, elle avait perçu que Lucas était bien plus mature émotionnellement qu'il n'y paraissait. Cette nuit-là, Lucas s'est enfui de la maison pour la première fois. Il avait entendu une partie de la conversation entre son père et Amélie par la porte entr'ouverte et avait été troublé d'apprendre qu'ils parlèrent de sa mère
sans l'inclure dans la discussion. Le garçon connaissait bien les locaux de l'entreprise, puisqu'il y passait la plupart de ses journées. Il a réussi à rejoindre le bâtiment corporatif en utilisant le métro, quelque chose qu'il avait observé maintes fois mais qu'il n'avait jamais tenté seul. L'agent de sécurité de nuit le connaissait et l'a laissé entrer, pensant qu'il était accompagné de son père. Quand Philippe et Amélie ont découvert que Lucas s'était enfui, ils ont entamé des recherches désespérées. Ils ont vérifié tous les endroits évidents. L'école, le parc que Lucas aimait fréquenter, la maison de sa grand-mère paternelle. C'est Amélie qui a suggéré de vérifier l'entreprise. Ils ont trouvé Lucas au sous-sol du bâtiment, dans une pièce qui avait été le bureau de Sophie lorsqu'elle travaillait dans l'entreprise des années auparavant. L'espace était abandonné et poussiéreux, mais Lucas avait trouvé un tiroir qui n'était pas complètement fermé. À l'intérieur du tiroir se trouvait une collection de lettres et de documents que Sophie avait laissés derrière elle en partant. Lucas était assis par terre, essayant de lire les lettres à la lumière de la lampe torche de son téléphone, mais de nombreux mots étaient difficiles pour lui. Amélie s'approcha avec précaution et commença à traduire le contenu des lettres en langue des signes française. Les messages révélaient une vérité douloureuse. Sophie n'avait pas abandonné la famille de son plein gré, mais avait été contrainte de partir sous des pressions extérieures. Les lettres mentionnaient Madame Hélène, la mère de Philippe et grand-mère de Lucas. La matriarche de la famille avait découvert que Sophie venait d'une famille modeste et considérait que le mariage nuirait à l'image de la famille Dubois dans le monde des affaires. Philippe arriva sur les lieux et trouva Amélie en train de traduire les lettres pour Lucas, tous deux assis sur le sol poussiéreux de l'ancien bureau de Sophie. Le PDG fut choqué de voir le contenu de la correspondance, en particulier une lettre où Sophie expliquait qu'on la menaçait de faux procès si elle ne s'éloignait pas de la famille. La lettre révélait que Madame Hélène avait engagé des avocats pour fabriquer des allégations selon lesquelles Sophie était une mère inadaptée, utilisant comme preuve le fait qu'elle venait d'une famille ayant des antécédents de problèmes financiers. La menace était que si elle ne partait pas volontairement, elle perdrait toute chance de revoir son fils par le biais de procédures judiciaires truquées. Lucas, en comprenant le contenu des lettres grâce à la traduction d'Amélie, fut visiblement bouleversé. Il se mit à signer frénétiquement, demandant pourquoi personne ne lui avait dit la vérité et pourquoi son père avait laissé faire cela. Philippe s'agenouilla à côté de son fils, essayant d'expliquer qu'il avait également été trompé par sa propre mère. Il révéla que Madame Hélène lui avait dit que Sophie était partie parce qu'elle ne pouvait pas supporter la pression d'avoir un enfant et qu'elle avait laissé une lettre disant qu'elle voulait refaire sa vie loin de la famille. Amélie traduisit les paroles de Philippe en langue des signes française, observant les réactions de Lucas. Le garçon était confus et blessé, mais aussi déterminé à comprendre toute la vérité sur sa famille. Ce soir-là, Philippe confronta Madame Hélène dans sa demeure de Saint-Germain-des-Prés. La femme de 65 ans, toujours hautaine et autoritaire, nia d'abord les accusations, mais lorsqu'elle fut confrontée aux lettres trouvées par Lucas, elle ne put maintenir le mensonge. La discussion entre la mère et le fils fut intense. Madame Hélène défendit ses actions en prétendant qu'elle protégeait l'avenir de la famille et de l'entreprise. Elle argumenta que Sophie, étant d'origine modeste et sans éducation formelle adéquate, deviendrait éventuellement un obstacle pour les affaires familiales. Philippe découvrit que sa mère avait orchestré une campagne systématique pour éloigner Sophie, incluant la création de faux documents suggérant une instabilité émotionnelle et une incompétence maternelle. Madame Hélène avait utilisé son influence et ses ressources financières pour convaincre les autorités locales de valider ces allégations fabriquées. La révélation la plus choquante fut que Madame Hélène savait exactement où Sophie vivait depuis toutes ces années. Elle avait maintenu une surveillance discrète sur son ancienne belle-fille pour s'assurer qu'elle n'essaie pas de reprendre contact avec la famille. Lorsque Philippe exigea de savoir où se trouvait Sophie, Madame Hélène résista d'abord, affirmant que révéler cette information ne causerait que plus de douleur à tous les concernés. Mais la pression émotionnelle et la menace de Philippe de couper tous les liens familiaux la firent céder. Sophie travaillait comme professeure de langue des signes française, dans une école pour enfants malentendants à Nice, à environ 1 heure de Paris. Elle avait reconstruit sa vie en se dédiant à l'éducation spécialisée, un domaine pour lequel elle avait découvert une passion durant les années de séparation. Philippe apprit que Sophie
avait tenté de contacter la famille à plusieurs reprises au fil des ans, mais que toutes les tentatives avaient été bloquées par Madame Hélène, qui interceptait les lettres, les appels téléphoniques et même les tentatives de contact par l'intermédiaire d'avocats. Pendant les 5 années de séparation, Sophie avait lutté légalement et émotionnellement pour retrouver le droit de voir son fils, mais se heurtait toujours à des obstacles bureaucratiques qui, Philippe ne le réalisait que maintenant, avaient été soigneusement orchestrés par sa propre mère. La situation était devenue encore plus complexe lorsque Lucas, par l'intermédiaire d'Amélie, exprima le désir de rencontrer sa mère immédiatement. Le garçon était déterminé à rattraper le temps perdu, mais Philippe se sentait déchiré entre protéger son fils de possibles déceptions et satisfaire son besoin de retrouver sa mère. Amélie suggéra d'organiser une rencontre neutre, dans un lieu qui soit confortable pour Lucas, mais qui permette aussi à Sophie de se sentir à l'aise. Elle proposa son aide pour faciliter la communication, puisque Lucas et Sophie connaissaient tous deux la langue des signes française. Philippe découvrit, grâce à une enquête plus approfondie, que Sophie avait appris la langue des signes française pendant sa grossesse, après avoir lu sur les bénéfices de la communication gestuelle pour le développement de l'enfant. Elle avait prévu de l'enseigner à Lucas dès son plus jeune âge, mais la séparation avait interrompu ses projets. La décision de retrouver Sophie fut prise après que Lucas écrivit une lettre émouvante à son père, expliquant qu'il avait besoin de savoir si sa mère se souvenait encore de lui et si elle l'aimait toujours. La laitue toucha Philippe profondément, lui faisant réaliser qu'il avait privé son fils de quelque chose de fondamental pendant des années. Amélie proposa de prendre le premier contact avec Sophie, croyant que ce serait moins traumatisant si l'approche était progressive. Philippe accepta, reconnaissant d'avoir quelqu'un en qui il avait confiance pour l'aider dans cette situation délicate. Lorsqu'Amélie arriva à l'école de Nice où Sophie travaillait, elle trouva une femme de 32 ans, aux cheveux bruns et aux yeux tristes, mais qui gardait une énergie positive tout en enseignant à un groupe d'enfants sourds. La ressemblance entre Sophie et Lucas était frappante, surtout dans les gestes naturels et la manière expressive de communiquer. Amélie attendit la fin des cours pour approcher Sophie. Quand elle expliqua qui elle était et pourquoi elle était là, Sophie fut visiblement bouleversée. Ses premiers mots furent signés. « Comment va mon fils? Est-ce qu'il se souvient encore de moi ?» La conversation entre Amélie et Sophie dura des heures. Sophie raconta les années de lutte pour tenter de reprendre contact avec Lucas, comment elle s'était spécialisée en éducation spécialisée dans l'espoir qu'un jour, elle pourrait aider son propre fils s'il avait des difficultés d'apprentissage. Sophie révéla qu'elle avait découvert que Lucas connaissait la langue des signes française grâce à une enquête privée qu'elle avait engagée avec ses économies. Elle savait que son fils avait arrêté de parler, mais n'avait pas de détails sur son état actuel ou sur la façon dont il gérait la situation. Lorsqu'Amélie montra à Sophie quelques photos récentes de Lucas et traduisit certaines des conversations qu'ils avaient eues, la mère pleura en voyant comment son fils avait grandi et s'était développé intellectuellement. Elle fut fière d'apprendre la découverte des fraudes dans l'entreprise, mais inquiète du poids émotionnel que Lucas portait. Sophie accepta de rencontrer Lucas, mais insista pour que ce soit dans un lieu qui n'apporte pas de pression supplémentaire à l'enfant. Elle suggéra un parc à Nice qui avait une atmosphère tranquille et où elle avait l'habitude d'emmener ses élèves pour des activités en plein air. La rencontre fut fixée un samedi matin. Philippe était nerveux, Lucas était anxieux, et Amélie servait de médiatrice entre tous les participants. Elle avait passé la semaine précédente à préparer Lucas à la rencontre, expliquant que sa mère connaissait aussi la langue des signes française et avait très hâte de le voir. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, Sophie attendait déjà sur un banc près d'une aire de jeu. Elle portait une robe simple et avait un petit sac avec des cadeaux qu'elle avait préparés pour Lucas au fil des années, dans l'espoir de pouvoir un jour les lui offrir. Lucas a d'abord hésité en voyant sa mère, se tenant derrière Philippe et serrant la main d'Amélie. 5 ans représentaient une éternité dans la vie d'un enfant, et il n'était pas certain de ce qu'il ressentait pour cette femme qui était à la fois une étrangère et la personne qu'il avait le plus souhaité retrouver. Sophie aperçut l'hésitation de son fils et a décidé de communiquer de la seule manière dont elle était sûre qu'il comprendrait parfaitement. Elle a commencé à signer lentement, disant « Lucas, je suis ta mère. Tu m'as manqué chaque jour. Tu n'as pas à avoir peur de moi. » Lucas a observé attentivement les signes de sa mère,
les comparant à la langue qu'il avait apprise avec Amélie. Il a remarqué que Sophie utilisait quelques signes régionaux différents, mais que la base de la communication était la même. Lentement, il a répondu « Pourquoi es-tu partie ?» La question directe et chargée de douleur a fait pleurer Sophie. Elle a expliqué par signes qu'elle avait été forcée de partir, qu'elle n'avait jamais voulu le quitter et qu'elle s'était battue chaque jour pour revenir. Lucas a écouté attentivement, posant des questions précises sur l'endroit où elle avait été et sur la raison pour laquelle elle n'avait pas pu lui rendre visite. Pendant 2 heures, la mère et le fils ont conversé en signes, tandis que Philippe et Amélie observaient à une distance respectueuse. Lucas s'est progressivement rapproché de Sophie, lui permettant de toucher son visage et ses cheveux, des gestes qu'il avait oubliés, mais qui ont réveillé des souvenirs affectifs profonds. Le moment le plus émouvant a été lorsque Lucas a demandé si Sophie l'aimait encore. Elle a répondu que son amour pour lui n'avait jamais diminué, qu'il était la première chose à laquelle elle pensait en se réveillant et la dernière avant de s'endormir. Lucas a alors permis à sa mère de le serrer dans ses bras, mettant fin à 5 ans de séparation forcée. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément nous qui débutons. Maintenant continuons. Les retrouvailles dans le parc n'étaient que le début d'un processus long et complexe de reconstruction familiale. Philippe a compris qu'il devait gérer non seulement la réintégration de Sophie dans la vie de Lucas, mais aussi ses propres émotions conflictuelles concernant ce qu'il avait perdu pendant ces années. Dans les jours qui ont suivi, Philippe a entamé des conversations difficiles avec Lucas sur l'avenir de la famille. Le garçon, par écrit et avec l'aide d'Amélie pour traduire des signes plus complexes, a exprimé qu'il souhaitait que ses parents revivent ensemble, mais qu'il comprenait aussi que beaucoup de choses avaient changé. Sophie, quant à elle, se montrait prudente quant aux possibilités de reconstruction familiale. Elle s'était créée une vie indépendante à Nice et était réticente à abandonner ses élèves et son travail pour retourner dans une situation dont elle ignorait si elle serait stable. La situation s'est compliquée lorsque Madame Hélène a tenté d'interférer à nouveau. La matriarche de la famille, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, a fait une dernière tentative de manipulation en offrant une somme d'argent significative à Sophie pour qu'elle reste à l'écart. Madame Hélène a cherché Sophie à Nice, se présentant sans prévenir à l'école où elle travaillait. La conversation a été tendue, la grand-mère de Lucas argumentant que la stabilité de l'enfant serait compromise par des changements drastiques dans la structure familiale. Sophie a rejeté l'offre avec dignité, expliquant qu'elle n'était pas intéressée par l'argent, mais par retrouver la relation avec son fils. Elle a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de détruire l'entreprise familiale ou de causer des problèmes, mais qu'elle ne renoncerait pas non plus à ses droits de mère. Le refus de Sophie a rendu Madame Hélène furieuse, qui a menacé de créer de nouveaux obstacles légaux. Mais cette fois, Philippe était préparé à affronter sa propre mère. Il avait engagé des avocats indépendants pour examiner tous les documents liés à la séparation initiale et avait découvert plusieurs irrégularités qui pourraient être utilisées contre Madame Hélène. Lucas, percevant la tension entre les adultes, a décidé de prendre une mesure inattendue. Il a écrit des lettres séparées à son père, sa mère et sa grand-mère, exprimant ses sentiments sur toute la situation et proposant une solution qui prenne en compte les besoins de chacun. Dans la lettre à Madame Hélène, Lucas écrivit avec une maturité surprenante pour son âge « Mamie, je sais que tu pensais me protéger, mais cela m'a beaucoup blessé d'être éloigné de ma mère. Je veux que tu lui présentes des excuses et que tu promettes de ne plus jamais essayer de séparer notre famille. » La lettre toucha Madame Hélène d'une manière qu'elle n'attendait pas. Pour la première fois, elle parvint à voir la situation à travers les yeux de son petit-fils et à réaliser à quel point ses actes avaient causé des souffrances inutiles. La femme âgée, qui avait toujours été fière de sa fermeté et de sa détermination, commença à se demander si elle avait confondu protection et contrôle. Parallèlement à ces questions familiales, l'entreprise traversait une restructuration complète suite au scandale financier causé par Laurent Petit. Philippe découvrit que les détournements étaient plus importants qu'il ne l'avait initialement imaginé et que l'observation attentive de Lucas avait évité des pertes encore plus grandes. L'intelligence analytique démontrée par Lucas attira l'attention d'autres cadres de l'entreprise. Certains suggérèrent que le garçon pourrait avoir un avenir dans les affaires,
Mais Philippe était plus soucieux de garantir que son fils ait une enfance normale et saine. Amélie, qui était devenue une figure centrale dans la vie de Lucas, fut promue à un poste spécial dans l'entreprise, assistante à la communication familiale. Sa fonction était d'aider Lucas à communiquer avec les autres et de soutenir la transition familiale en cours. La nouvelle position d'Amélie lui permit de faire venir sa mère, Marguerite, pour rencontrer Lucas. La rencontre entre la femme sourde de 60 ans et le garçon muet de 8 ans fut émouvante. Ils communiquèrent naturellement grâce à la langue des signes, et Marguerite devint une figure grand-maternelle pour Lucas, lui enseignant des signes régionaux qu'il ne connaissait pas. Ce réseau de soutien fut crucial lorsqu'arriva le moment pour Lucas de prendre une décision importante sur l'endroit où il souhaitait vivre. Sophie avait temporairement emménagé dans un petit appartement à Paris pour se rapprocher de son fils, mais elle maintenait toujours son travail à Nice. Lucas, après mûre réflexion et de nombreuses conversations avec toutes les personnes concernées, exprima qu'il souhaitait passer une partie de la semaine avec chacun de ses parents. Il proposa un arrangement où il resterait avec Philippe en semaine, quand il devait être près de l'entreprise et de l'école à Paris, et avec Sophie le week-end, quand elle pourrait venir à Paris ou qu'il pourrait lui rendre visite à Nice. La solution proposée par Lucas exigea que tous les adultes fassent des concessions. Philippe dut accepter de ne pas avoir son fils à temps plein, Sophie dut réorganiser sa vie professionnelle pour s'adapter au nouvel arrangement, et Madame Hélène dut accepter la présence régulière de Sophie dans la vie de la famille. Le premier week-end que Lucas passa avec Sophie à Nice fut un test pour tous. Le garçon fut enchanté par le travail de sa mère et passa des heures à l'observer enseigner à d'autres enfants atteints de déficience auditive. Il réalisa qu'il n'était pas le seul au monde à faire face à des défis de communication. Durant ce week-end, Lucas rencontra Mathieu, un garçon de 10 ans, né sourd qui était devenu l'un des élèves préférés de Sophie. Mathieu apprit à Lucas quelques signes spécifiques utilisés par les enfants sourds et lui montra qu'il était possible de mener une vie épanouie et heureuse, même avec des limitations de communication. L'amitié entre Lucas et Mathieu fut importante pour le développement émotionnel des deux garçons. Lucas comprit que sa situation était temporaire et qu'il avait des choix sur la manière de communiquer, tandis que Mathieu gagna un ami qui comprenait certains des défis qu'il rencontrait quotidiennement. Lorsque Lucas retourna à Paris, il était visiblement plus confiant et heureux. Il a commencé à utiliser plus fréquemment l'application vocale de la tablette, parlant avec plus de personnes dans l'entreprise et à l'école. Amélie est restée son interprète principale, mais Lucas élargissait progressivement son cercle de communication. L'école de Lucas a également connu des changements. La directrice, Madame Catherine Lambert, une enseignante expérimentée de 50 ans, a mis en place un programme de langue des signes française de base pour tous les élèves et le personnel. L'initiative s'est inspirée de l'histoire de Lucas et visait à créer un environnement plus inclusif pour tous les enfants. Lucas est devenu une sorte d'ambassadeur de la langue des signes dans son école. Il enseignait des signes de base à ses camarades pendant la récréation et aidait à traduire lorsque d'autres élèves malentendants visitaient l'école pour des activités spéciales. Ces activités scolaires ont aidé Lucas à développer des compétences en leadership et à gagner confiance en ses capacités de communication. Ses professeurs ont été impressionnés par sa capacité à expliquer des concepts complexes par des signes et des gestes, même à des enfants qui ne connaissaient pas la langue des signes formels. Alors que Lucas s'épanouissait dans ses activités scolaires et familiales, Philippe devait faire face à ses propres défis. Il a décidé d'apprendre la langue des signes pour mieux communiquer avec son fils, en s'inscrivant à des cours du soir donnés, ironiquement, par Sophie, qui avait commencé à proposer des cours pour adultes à Paris. Les cours de langue des signes sont devenus un espace neutre où Philippe et Sophie pouvaient interagir en adultes, en se concentrant sur le bien-être de Lucas. Au début, les conversations étaient tendues et formelles, mais ils ont progressivement commencé à redécouvrir des aspects positifs l'un de l'autre qu'ils avaient oubliés pendant des années de séparation. Philippe a réalisé que Sophie avait considérablement mûri pendant les années de séparation. Elle avait bâti une carrière solide, avait des opinions bien arrêtées sur l'éducation et semblait beaucoup plus sûre d'elle que lorsqu'ils étaient mariés. Cette nouvelle Sophie a suscité chez Philippe une admiration qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Sophie, de son côté, a observé que Philippe était devenu un père plus attentionné et présent que lorsque Lucas était petit.
L'expérience de s'occuper seul de son fils pendant les années de séparation avait développé en lui une sensibilité parentale qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Lucas percevait les changements subtils dans la dynamique entre ses parents et a commencé à nourrir l'espoir d'une réconciliation complète. Il a exprimé ses sentiments à travers des dessins qu'il faisait pendant les cours d'art à l'école, représentant toujours une famille unie, faisant des activités ensemble. La situation de la famille Dubois a attiré l'attention des médias locaux lorsque l'histoire de Lucas, découvrant des fraudes dans l'entreprise, est devenue publique. Des journalistes ont approché la famille pour des interviews, intéressés par la perspective unique d'un enfant qui avait utilisé la langue des signes pour révéler des crimes corporatifs. Philippe a d'abord résisté à l'exposition médiatique, inquiet de l'impact sur la vie privée de Lucas. Mais le garçon, par l'intermédiaire d'Amélie, a exprimé son intérêt à partager son histoire pour aider d'autres enfants confrontés à des défis de communication. La première interview de Lucas a été réalisée par une journaliste spécialisée dans l'éducation spécialisée, Audrey Bernard, qui connaissait la langue des signes et pouvait communiquer directement avec le garçon. Lucas a parlé de l'importance d'avoir des personnes qui le comprenaient et de la façon dont la communication avait changé sa vie. Pendant l'interview, Lucas a surpris tout le monde en prononçant son premier mot clair depuis 5 ans. « Maman ». Il a dit le mot tout en signant, créant un moment émouvant qui a été capturé par les caméras et est devenu viral sur les réseaux sociaux. La vidéo de l'interview a inspiré des milliers de familles confrontées à des défis similaires. L'école de Sophie à Nice a reçu des dizaines d'appels de parents intéressés par l'apprentissage de la langue des signes française. Et Sophie elle-même est devenue une référence dans le domaine de l'éducation inclusive. L'exposition médiatique a également eu des conséquences inattendues. Madame Hélène, qui s'était tenue éloignée de la famille ces dernières semaines, a vu l'interview et a été profondément touchée de voir son petit-fils parler publiquement de pardon et de famille. Ce soir-là, Madame Hélène est apparue sans prévenir chez Philippe. Elle souhaitait parler personnellement avec Lucas et s'excuser pour tout ce qu'elle avait causé. La rencontre a été médiée par Amélie, qui a traduit la conversation entre la grand-mère et le petit-fils. Lucas, avec une maturité qui a surpris tout le monde, a accepté les excuses de sa grand-mère, mais a clairement indiqué qu'elle devait accepter Sophie comme faisant partie de la famille. Il a écrit sur son carnet « Mamie, tu peux rester dans notre famille, mais maman reste aussi. Je ne veux plus de disputes. » Madame Hélène a accepté les conditions de Lucas et pour la première fois depuis des années, a demandé à parler personnellement avec Sophie. La rencontre entre la belle-mère et la belle-fille a été tendue mais nécessaire. Madame Hélène a admis ses erreurs et s'est engagée à soutenir la reconstruction familiale. Alors que la famille se réconciliait progressivement, Philippe a pris une décision importante concernant l'entreprise. Il a décidé de mettre en œuvre des politiques plus inclusives en embauchant plus de salariés en situation de handicap et en créant des programmes de communication alternative pour tous les secteurs. Lucas est devenu le consultant informel de ces initiatives, offrant des perspectives uniques sur les besoins des personnes ayant des défis de communication. Son expérience personnelle s'était transformée en un outil pour aider les autres, donnant un sens plus large aux difficultés qu'il avait rencontrées. L'entreprise a également établi un partenariat avec l'école de Sophie à Nice, offrant des stages rémunérés aux jeunes malentendants et créant des opportunités de carrière qui n'existaient pas auparavant. Lucas était fier de savoir que son histoire avait généré des changements positifs pour beaucoup de gens. 6 mois après les retrouvailles au parc, la famille Dubois a organisé une grande fête pour célébrer le 9e anniversaire de Lucas. Pour la première fois depuis 5 ans, tout le monde était présent. Philippe, Sophie, Madame Hélène, Amélie, Marguerite et beaucoup des nouveaux amis que Lucas s'était fait à l'école et dans l'entreprise. Pendant la fête, Lucas a fait un discours en utilisant à la fois la langue des signes et la parole. Il a remercié tous ceux qui l'avaient aidé à retrouver sa voix et a annoncé qu'il souhaitait devenir interprète quand il serait grand, pour aider d'autres familles confrontées à des défis de communication. Le discours de Lucas a ému tous les présents. Philippe a réalisé que son fils s'était transformé d'un enfant silencieux et frustré en un jeune homme confiant et déterminé à faire la différence dans le monde. Sophie était fière du courage et de la maturité que Lucas avait développé, et Madame Hélène a finalement compris que la vraie force de la famille venait de l'union et non du contrôle.
Amélie, qui avait été la catalyseur de tous ces changements positifs, a été honorée par la famille en tant que marraine honoraire de Lucas. Elle continuerait à travailler dans l'entreprise, mais désormais à un poste qui combinait ses compétences en communication avec son affection sincère pour les gens. La fête s'est terminée avec tout le monde chantant « Joyeux anniversaire à Lucas », une chanson qui fut à la fois chantée et signée, créant une harmonie visuelle et sonore qui symbolisait la nouvelle dynamique familiale. Lucas a soufflé les bougies et a fait un vœu silencieux. Que d'autres familles puissent trouver le même chemin de retour que le sien. Dans les mois qui ont suivi, Lucas a continué à progresser dans sa communication verbale, mais n'a jamais abandonné la langue des signes. Il avait appris qu'avoir plusieurs façons de s'exprimer le rendait plus fort et non plus faible. Sa bibliothèque personnelle s'est enrichie de livres sur la communication, l'éducation spécialisée et les histoires inspirantes de personnes ayant surmonté des défis. L'école de Lucas a mis en place un programme permanent d'éducation inclusive, avec Lucas servant de mentor pour les autres enfants arrivant avec des difficultés de communication. Il avait découvert qu'enseigner aux autres était l'une des façons les plus gratifiantes d'utiliser ses compétences. Philippe et Sophie, à travers les cours de langue des signes et les conversations sur Lucas, ont redécouvert les aspects positifs de leur relation. Ils ont décidé de tenter une réconciliation progressive, en commençant par être amis et partenaires dans l'éducation de leur fils, sans pression, pour reconstruire immédiatement le mariage. L'entreprise de Philippe est devenue un exemple dans l'industrie pour ses pratiques inclusives et sa communication accessible. Lucas, bien qu'encore un enfant, était souvent consulté sur les nouvelles initiatives, et ses perspectives étaient prises au sérieux par les dirigeants adultes. Madame Hélène, transformée par cette expérience, a consacré une partie de sa fortune personnelle à créer une fondation pour les enfants ayant des défis de communication. Elle voulait que son héritage soit bâti sur l'inclusion et le soutien, et non sur le contrôle et la manipulation qui avaient caractérisé sa vie antérieure. Amélie a réussi à faire venir sa mère, Marguerite, pour travailler dans l'entreprise en tant que consultante en accessibilité. L'expérience de vie de cette femme âgée sourde est devenue précieuse pour identifier les barrières de communication que les autres ne percevaient pas. Lucas a commencé à donner des conférences dans des écoles et des entreprises sur l'importance de la communication inclusive, toujours accompagné d'Amélie en tant qu'interprète. Ses présentations étaient simples mais puissantes, axées sur le message que tout le monde mérite d'être entendu et compris. L'histoire de la famille Dubois a inspiré la création d'un réseau national de soutien pour les familles ayant des enfants confrontés à des défis de communication. Lucas est devenu le jeune visage de cette campagne, montrant que les différences peuvent être transformées en force lorsqu'il y a de l'amour et un soutien adapté. Un an après avoir prononcé son premier mot en 5 ans, Lucas a participé à une conférence nationale sur l'éducation inclusive. Il a présenté son projet personnel, une application combinant la langue des signes avec la technologie de reconnaissance vocale, facilitant la communication entre les personnes sourdes et entendantes. L'application, développée avec l'aide de programmeurs bénévoles, que Lucas avait rencontré lors de ses conférences, a été testée dans l'école de Sophie et dans l'entreprise de Philippe avant d'être mise gratuitement à disposition du public. Lucas a insisté pour que la technologie soit accessible à tous, indépendamment de la condition financière. Pendant le développement de l'application, Lucas a travaillé étroitement avec Mathieu, son ami sourd de Nice, et avec d'autres enfants confrontés à des défis similaires. Il avait appris que les meilleures solutions venaient de la collaboration entre des personnes vivant les mêmes expériences. La famille Dubois a continué d'évoluer. Philippe et Sophie ont décidé de se remarier, mais cette fois avec une cérémonie qui incluait à la fois la vocalisation et la langue des signes. Lucas était le témoin, un rôle qu'il a pris très au sérieux, en écrivant ses propres vœux pour ses parents. La nouvelle union familiale a été célébrée non seulement comme des retrouvailles romantiques, mais comme une victoire sur des années de manipulation et de malentendus. Madame Hélène, qui avait été la principale antagoniste de l'histoire, est devenue l'une des plus grandes défenseurs de l'inclusion familiale et de la communication ouverte. Lucas, maintenant âgé de 10 ans, était devenu un enfant confiant qui utilisait toutes les formes de communication disponibles pour s'exprimer. Il parlait quand il le voulait, signait quand c'était plus approprié et écrivait quand il avait besoin de plus de temps pour organiser ses pensées. L'entreprise de Philippe
a étendu ses activités pour inclure des services de conseil en communication inclusive pour d'autres entreprises. Lucas, bien qu'il ne soit encore qu'un enfant, était officiellement répertorié comme consultant spécial, une position qu'il prenait au sérieux, mais qui n'interférait pas avec son éducation régulière. Amélie, qui était passée de femme de ménage à assistante exécutive spécialisée en communication, avait décidé d'étudier la pédagogie avec une spécialisation en éducation spécialisée. Elle souhaitait formaliser les connaissances qu'elle avait acquises grâce à son expérience avec Lucas et sa mère. L'école de Lucas était devenue une référence en matière d'éducation inclusive, recevant des visites d'éducateurs de tout le pays intéressés par ses programmes innovants. Lucas aimait guider ces visites, expliquant comment les adaptations avaient bénéficié non seulement à lui, mais à tous les élèves. Marguerite, la mère d'Amélie, était devenue une figure chère dans l'entreprise, offrant une perspective unique sur les besoins des employés ayant des déficiences auditives. Sa présence a aidé à créer un environnement plus inclusif et conscient des différences individuelles. Mathieu, l'ami sourd de Lucas, a commencé à visiter Paris régulièrement, séjournant chez la famille Dubois. L'amitié entre les deux garçons est devenue un exemple de la manière dont les différences peuvent unir plutôt que séparer les gens. Lucas a commencé à écrire un livre sur son expérience, avec l'aide de Sophie et d'Amélie. Le projet était ambitieux pour un enfant de son âge, mais il était déterminé à partager son histoire en détail pour inspirer d'autres familles. Le livre inclurait des chapitres sur l'importance de ne pas renoncer à la communication, sur la façon de trouver des alliés inattendus et sur le pouvoir de transformer les difficultés personnelles en outils pour aider les autres. Lucas voulait qu'il soit un guide pratique, pas seulement une histoire inspirante. La fondation créée par Madame Hélène a commencé à opérer dans plusieurs villes françaises, offrant un soutien gratuit aux familles confrontées à des défis de communication. Lucas participait aux réunions du conseil en tant que membre honoraire, offrant toujours la perspective des enfants bénéficiaires eux-mêmes. Philippe a développé une nouvelle philosophie d'entreprise basée sur la communication transparente et la valorisation des différences individuelles. Il citait souvent Lucas dans ses conférences corporatives, expliquant comment un enfant lui avait appris, à lui et son entreprise, l'importance d'écouter véritablement les uns les autres. Sophie a étendu son travail éducatif en ouvrant une deuxième école à Paris spécifiquement pour les enfants confrontés à de multiples défis de communication. Le programme comprenait non seulement la langue des signes française, mais aussi les technologies d'assistance et des méthodes d'expression alternatives. La deuxième école a été inaugurée lors d'une cérémonie spéciale où Lucas a prononcé le discours principal, parlant de la façon dont l'éducation inclusive avait transformé sa vie. Il a utilisé à la fois la parole et les signes, démontrant en pratique la philosophie de communication multiple que l'école promouvait. Lucas a également commencé à participer à des émissions de télévision éducatives, toujours accompagné d'Amélie comme interprète et de ses parents comme soutien moral. Ces apparitions sont devenues populaires auprès des familles confrontées à des situations similaires, offrant espoir et conseils pratiques. L'entreprise de Philippe a établi un programme de stage spécifiquement pour les jeunes ayant des troubles de la communication, offrant de vraies opportunités de carrière au lieu de simples postes symboliques. Lucas aidait à concevoir ces programmes, veillant à ce qu'ils soient véritablement utiles et non condescendants. Amélie a terminé ses études en pédagogie spécialisée et est devenue directrice de l'éducation inclusive de l'entreprise, un poste créé spécifiquement pour ses compétences uniques. Elle supervisait les programmes internes ainsi que les partenariats avec des écoles et organisations externes. Lucas, maintenant âgé de 11 ans, était devenu un jeune homme articulé qui s'exprimait publiquement sur les droits des enfants et l'éducation inclusive. Il maintenait un emploi du temps équilibré entre l'école, les activités familiales et son travail d'avocat, toujours avec le soutien de ses parents et d'Amélie. La famille Dubois a organisé chaque année une conférence sur la communication inclusive, qui est devenue un événement national important. Lucas était toujours l'un des conférenciers principaux, partageant des mises à jour sur son développement et les nouveaux projets sur lesquels il travaillait. Madame Hélène, transformée par son expérience, est devenue une militante pour les droits des personnes âgées, à communiquer efficacement avec les jeunes générations.
Elle parlait souvent de la façon dont elle avait failli détruire sa famille par des secrets et des manipulations, mettant en garde contre les dangers du manque de transparence. L'application développée par Lucas et son équipe a obtenu une reconnaissance internationale, étant traduite en plusieurs langues des signes à travers le monde. Lucas a insisté pour que les bénéfices soient réinvestis dans la recherche et le développement de technologies d'assistance gratuites. Mathieu, l'ami sourd de Lucas, a déménagé définitivement à Paris pour étudier dans l'école de Sophie. Les deux garçons sont devenus partenaires dans plusieurs projets, démontrant que la collaboration entre des personnes ayant des capacités de communication différentes pouvait générer des solutions innovantes. Lucas a commencé à étudier la programmation plus sérieusement, dans le but de développer des outils technologiques qui pourraient aider des enfants comme lui. Ses professeurs ont été impressionnés par sa capacité à visualiser des solutions à des problèmes de communication complexes. L'entreprise de Philippe est devenue une étude de cas dans les universités de commerce, citée comme exemple de la façon dont des changements internes peuvent générer un impact social positif. Lucas visitait occasionnellement ces universités pour parler aux étudiants en MBA du leadership inclusif. Sophie a écrit un livre sur les méthodes éducatives pour les enfants ayant des défis de communication, le dédiant à Lucas et à tous les élèves qui lui avaient appris au fil des années. Le livre est devenu une référence dans le domaine et a été traduit en plusieurs langues. L'histoire de la famille Dubois a été adaptée en un documentaire qui a remporté des prix dans des festivals de cinéma éducatif. Lucas a participé activement à la production, veillant à ce que le message final soit d'espoir et d'autonomisation et non de victimisation. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de l'histoire et d'où vous nous regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-nous des commentaires avec des mots sincères. Pensez-vous que Lucas a pris les bonnes décisions tout au long du parcours? Nous avons hâte de lire votre opinion. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes.